Super. Super, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire du jour. Je suis Rebecca Zantir, en charge du marketing et de la communication pour MSC francophone. Et je suis très rapide dans cette session. Je veux juste vous faire une petite introduction. Tout d'abord, je veux juste être sûre que tout le monde nous entend bien. Si vous pouvez nous le confirmer dans le chat. Super. Génial. Ce chat, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire. L'idée, c'est qu'on va avoir les présentations de nos invités et de Christiane et un panel de discussion. Mais évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long de l'entretien et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et pour finir, je tiens à préciser que le webinaire est enregistré et que vous aurez la possibilité de retrouver l'enregistrement sur nos différents sites internet dès demain. Ceci étant dit, alors le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par ma collègue Christiane, qui est responsable genre et jeunesse chez nous. Et nous sommes également ravis d'accueillir 3 panélistes d'horizons divers pour enrichir notre échange. Et je laisserai Christiane les présenter dans un instant. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, encore un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Je veux juste vous présenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, MSC en quelques mots. Donc, MSC, qui était auparavant Microsafe Consulting, est une société de conseil internationale qui est spécialisée dans toutes les questions d'inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts, depuis plus de 20 ans que nous travaillons sur le sujet. Et aujourd'hui, nous travaillons avec différentes entités, que ce soit des gouvernements, des banques, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers, mais aussi des entrepreneurs et des startups, et ce majoritairement à travers l'Afrique et l'Asie. Alors, on a 3 volets. Je vais juste très brièvement les évoquer parce que ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais on offre des conseils stratégiques et opérationnels et on aide à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées qu'on tire de nos nombreux travaux de recherche sur le terrain. On a vraiment à cœur de mettre l'accent sur la compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs comportements. Donc, cette expérience, on la partage également à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. Je vois certains noms parmi vous et je sais que certains ont déjà pu prendre part à nos formations. Et nous avons d'ailleurs une formation dédiée à l'entrepreneuriat qui pourrait intéresser certains parmi vous aujourd'hui. Et enfin, plus récemment, nous avons lancé un site qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Certains le connaissent peut-être. C'est un site web qui est 100% francophone, 100% collaboratif. J'en parle parce que l'idée, c'est que ce site a véritablement du contenu diversifié, que ce soit des articles, des podcasts, des infographies, des vidéos, du matériel de formation et aussi un calendrier d'événements à ne pas rater. L'idée, c'est que vraiment cette plateforme est gratuite, c'est que vous l'attribuez à vous-même. Elle est gratuite et elle est disponible à tous. Alors, n'hésitez pas à vous y inscrire, à vous y nourrir, à y contribuer. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'espère, on aura un plus gros impact ensemble. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais laisser la parole à Christiane et je vous retrouve en toute fin de session. Très bonne session à vous tous. Christiane, je te laisse la parole et je pense qu'il y a des personnes en salle d'attente. Merci Rebecca pour cette introduction à MSC. Sommaire, nous allons pouvoir commencer
notre discussion du jour. Tout d'abord, je voudrais partager mon écran avec vous pour pouvoir avoir un peu plus de visuel. Très bien, je pense que tout le monde doit pouvoir voir mon écran correctement. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Microsafe Consulting sur le thème « Les compétences numériques, nouveaux leviers d'autonomisation des femmes et des jeunes ». Avec des exemples tirés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mon nom est Christiane Yelibi et je suis manager pour le genre et la jeunesse à Microsafe Consulting. Alors, voilà. Alors, comme introduction, on va commencer déjà par brosser un peu le background de ce webinaire. L'IFC prédit à plus de 230 millions le nombre d'emplois qui demanderont des compétences numériques d'ici 2030 en Afrique subsaharienne et qu'il y a plus de 650 millions d'opportunités de formation dans la région Afrique ainsi que 130 millions de dollars d'opportunités d'investissement dans le numérique. Ces chiffres marquent l'importance que le numérique prend dans les plans de développement économique dans la région. Les gouvernements africains, dont ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ont lancé des stratégies et politiques qui visent à faciliter la connectivité, tant dans le développement des infrastructures, mais aussi des capacités humaines d'ici 2025. Ces visions ambitieuses de créer près de 150 000 emplois et de faire du numérique le catalyseur de la croissance économique en Afrique demandent un investissement dans la formation des populations pour capter ces nouveaux emplois. Cependant, quel est le constat de base? À l'ère où on parle d'intelligence artificielle, il est estimé que seulement 30% de la population africaine a accès à l'Internet et on compte aussi que même si le nombre de personnes possédant un téléphone augmente, il existe des différences d'accès au numérique entre les hommes et les femmes, avec par exemple un écart d'utilisation de l'Internet mobile entre les hommes et les femmes de 37%. Les barrières sont multiples, des normes sociales limitantes et des niveaux bas en éducation de base aux questions de coût et de sécurité de l'utilisation. C'est dans ce cadre que certains organismes de développement se positionnent pour accompagner ces efforts d'investissement dans la formation au numérique des jeunes et des femmes. Microsafe Consulting a une expérience établie dans la collaboration avec les acteurs du secteur privé et public pour le développement de solutions numériques pour plus d'inclusion financière des populations vulnérables en Afrique et en Asie. Nous offrons aussi des formations en entrepreneuriat, en transformation digitale et en analyse de risque. Nous sommes donc heureux d'accueillir pour ce webinaire aujourd'hui Christa Rigalo, qui est la directrice du département genre et de l'inclusion sociale pour MCC, le Millennium Challenge Corporation. Elle est chef d'équipe technique à MCC pour le programme DigiFemme, un programme innovant et unique de renforcement des compétences numériques et des données pour les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Nous accueillons aussi M. Malik Ndiaye, qui est attaché de programme au pôle coopération numérique de la direction de la francophonie économique et numérique de l'Organisation internationale pour la francophonie. Il suit les questions de gouvernance et de formation au numérique dans le cadre du projet Déclic. Nous accueillons aussi Marion Schroffenegger, directrice impact et partenariat à IT for Life, une entreprise de services numériques dédiée aux ONG, associations et entreprises sociales. Dans son rôle, Marion soutient la promotion de l'emploi des femmes dans la tech et de l'utilisation des solutions numériques pour résoudre des problématiques spécifiques aux jeunes filles et aux femmes.
Merci beaucoup à tous nos panélistes pour leur disponibilité à participer à ce webinaire. Sans plus tarder, nous allons commencer et entrer dans le vif du sujet avec des présentations individuelles des panélistes sur les projets qu'ils mènent. Christa, nous allons commencer avec vous. Très bien, merci. Est-ce que c'est possible de montrer mon diapo ou bien est-ce que c'est moi qui dois? Je vais guider les slides. OK, très bien. Bonne journée. C'est vraiment un plaisir de me joindre à ce groupe estimé aujourd'hui pour représenter notre programme. Un petit mot avant de commencer. Comme vous écoutez, je suis anglophone et ça faisait un moment que je n'avais pas dû m'exprimer en français. Et je vous demande votre patience. Merci. Bon, le programme DigiFemme. Attendez, peut-être que... est-ce que... les slides ont l'air figés. Christiane, tu arrives à cliquer sur la slide de 7? Oui, ça passe. Alors, ça passe pas chez nous. Et je crois qu'il y a des personnes en salle d'attente, s'il te plaît, Christiane. Ah, voilà. Ah, non, ça passe pas. OK. Un petit aléa du direct. Tu dois... C'est bon? Pas encore. Pas encore. Attendez, je vais arrêter de partager et repartager. Comme ça, peut-être que ça va débloquer. C'est mieux? Non, si tu te mets en... Une en plus. Avant, c'est une en plus, je crois. Une en plus, et si tu peux la mettre en full screen pour faciliter le partage. Sure. OK. C'est bon? Non. Vous voyez, mon écran est partagé. Vous voyez la slide? Oui, on n'a pas la bonne slide et c'est pas en full screen. Alors, je ne sais pas si c'est ta connexion Internet avec les événements chez toi, mais... Pourtant, c'est en full screen. Je pense, Christiane, c'est peut-être parce que tu as deux écrans et du coup, tu dois avoir un écran avec la présentation et un écran avec la présentation en diaporama. Donc, si tu peux partager le bon écran, ça doit être pour ça. Si tu reviens sur la slide 8. OK, reculer un peu. Slide 8. D'accord. Ouais. Très bien, très bien. Merci. Bon, bonne journée encore. Le programme DigiFemme est financé conjointement par USAID et le Millennium Challenge Corporation en partenariat avec Microsoft et l'École nationale supérieure de statistique et économie appliquée est mise en œuvre par un consortium constitué de 5 partenaires, l'Association suisse pour l'entrepreneuriat dans le marché émergent, c'est-à-dire SAFIM, assure la coordination de l'équipe. L'objectif principal du programme DigiFemme est de donner aux femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire le moyen de développer leurs entreprises, tirant parti de données et de compétences numériques. Le programme DigiFemme aide à combler les écarts existants entre les sexes en renforçant la capacité des femmes en Côte d'Ivoire à gérer et à développer des entreprises
prospèrent en participant à l'économie numérique. Le programme soutient les petites et moyennes entreprises, PME, des femmes existantes dans leur parcours de croissance, crée une solide pipeline de nouvelles PME et travaille avec les parties prenantes de l'écosystème pour créer un environnement propice aux compétences numériques en Côte d'Ivoire. Bon, notre théorie de changement. D'abord, nous avons l'activité, c'est la formation innovante et intense, accompagnement personnalisé et accès au réseau. L'activité nous amène à l'objectif, c'est-à-dire acquisition de compétences du 21e siècle, exploitation de données et numériques et esprit entrepreneurial. Ces objectifs nous amènent à résultat, c'est la création et expansion des organisations innovantes et à forte croissance. Finalement, ces résultats nous amènent à notre impact, c'est la contribution active de femmes à la croissance économique. Nous avons 5 pistes distinctes dans ce programme. Premièrement, nous avons DigiFemme Entrepreneur. Les PME existants sont renforcés grâce à un programme d'incubation de 6 mois et un programme d'accélération de 3 mois. L'objectif est d'accroître les compétences numériques et entrepreneuriales à travers un programme d'incubation pour ensuite passer au prochain niveau de maturité. Deuxièmement, nous avons le DigiFemme Academy. Entièrement gratuite pour les bénéficiaires, le composant DigiFemme Academy s'appuie sur un programme d'apprentissage innovant, flexible et surtout inclusif de 2 ans qui vise à doter les femmes de compétences numériques et entrepreneuriales. À la fin du programme, ces femmes pourront soit créer leur propre PME, soit rejoindre une entreprise. Troisièmement, nous avons DigiFemme Start. C'est une formation en leadership and data pour les entrepreneurs existants et dirigée par des femmes dans plusieurs villes au Côte d'Ivoire. Quatrièmement, nous avons un programme que nous appelons DigiFemme Boost. Des ateliers sur le genre et les données pour les parties prenantes de l'écosystème, en cours dans plusieurs villes à Côte d'Ivoire. Et finalement, nous avons DigiFemme Learn. C'est une plateforme Microsoft dédiée au programme DigiFemme. Avec ces 5 options distinctes, nous espérons répondre aux besoins du plus grand nombre possible de femmes intéressées en développant des données et des compétences numériques grâce à des programmes adaptés à une grande variété de contextes et besoins. Je vais m'arrêter ici car nous expliquerons davantage le programme à travers d'autres questions. Merci. Merci, Christa. Et bien sûr, maintenant, nous allons passer à M. Malik Ndiaye, chargé du projet Déclic avec l'Organisation internationale pour la francophonie. Merci beaucoup, chère Christiane. Et donc, merci beaucoup à Christa pour la présentation de DigiFemme. Donc, moi, c'est, comme l'a dit Christiane, c'est Malik Ndiaye, attaché de programme à l'OIF. Et donc, je vais vous parler du projet ou du programme Déclic aujourd'hui. Le programme Déclic est un programme qui a été conçu autour de 3 axes principaux. Le premier axe qui concerne le thème d'aujourd'hui, c'est la formation des jeunes au métier du numérique, donc des jeunes de 18 à 35 ans en francophonie. Et cet axe a pour objectif l'accroissement et le renforcement de façon durable de l'employabilité des populations francophones, notamment des jeunes et des femmes. Le deuxième axe concerne l'initiation et la familiarisation des jeunes ou en tout cas des personnes éloignées du numérique au numérique à travers des formations de base, ce qu'on appellerait en anglais la digital literacy, la littératie numérique. Et le troisième axe de ce programme est le renforcement des capacités des agents publics
aux enjeux et pratiques de la gouvernance du numérique. Et donc, c'est un programme global qui comporte ces trois sous-programmes et ces trois sous-projets. Maintenant, si on s'intéresse à la partie qui colle mieux à la thématique d'aujourd'hui, donc les compétences numériques, levier d'autonomisation des femmes et des jeunes, ça concerne l'axe 1 du programme Déclic, la formation des jeunes au métier du numérique que nous faisons depuis l'année dernière. À ce jour, slide, 14 pays sont touchés par ce projet, donc des formations autour de 20 cursus de métier du numérique entre 3 et 9 mois. Donc, nous sommes dans 14 pays francophones, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et pour le moment, nous touchons 2500 jeunes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons formé à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bonoa. Au Sénégal, nous formerons à Dakar. Nous sommes en train de faire la phase de sourcing. Et donc, l'idée, c'est à la fois de faire de l'insertion professionnelle et de l'inclusion à travers un certain nombre de métiers avec lesquels nous pourrons attirer ou en tout cas donner la main à des jeunes éloignés du numérique, à des jeunes en zone reculée. Et de l'autre côté, essayer de les mener à l'insertion professionnelle. Ces formations sont bien évidemment dans la vocation de notre organisation gratuite, donc entièrement financée par l'OIF. Et l'OIF travaille avec des opérateurs locaux qui sont en charge de les délivrer à des jeunes francophones qui sont sélectionnés sur la base d'un certain nombre de prérequis. Et donc, de manière globale, c'est ça, Déclic. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole en attendant de pouvoir approfondir dans les discussions. Très bien, merci Malik pour cette présentation sommaire du projet Déclic. Nous allons passer maintenant à Marion Choppenegger qui va nous présenter ses activités de promotion du rôle des femmes dans la tech avec IT for Life. Merci Christiane, merci pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Marion, je travaille chez IT for Life depuis 4 ans et demi, depuis quasiment la création, en tant que responsable partenariat et impact. Donc, IT for Life, c'est une entreprise sociale de services numériques qui est dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc aux ONG, aux associations et aux entreprises sociales en France et en Afrique de l'Ouest, majoritairement francophone. On a une entreprise en France et une entreprise au Sénégal. Ce qu'on fait, c'est qu'on conseille et qu'on accompagne les organisations dans leur transformation numérique. Donc, sur différents volets, ça peut être l'administration système et réseau, la mise en place d'outils de travail collaboratif, d'outils de gestion pour la compta, RH, CRM, outils de collecte, analyse de données, formation sur des sujets divers liés au numérique et développement de solutions numériques en général à fort impact social ou environnemental. Donc, depuis 2017, on poursuit vraiment cet objectif à la fois de transformation numérique du secteur ESS, mais aussi d'avoir un impact sociétal et environnemental positif. Donc, on a travaillé sur plus d'une centaine de projets dans 20 pays différents. On compte plus de 2500 utilisateurs, des solutions qu'on a implémentées et plus de 3000 personnes formées. Donc, à la fois les utilisateurs de nos solutions, mais aussi des personnes qu'on forme en direct, donc dans des écoles de formation avec des étudiants, des jeunes, ou alors sur des sujets spécifiques, comme justement des ateliers pour parler de la place des femmes dans le monde du numérique. Donc, en parallèle de tout ça, voici quelques références d'organisations avec lesquelles on a travaillé. Christiane, je ne sais pas si tu peux mettre la slide. Donc, on a des ONG humanitaires, médicales, comme Alima, Soltis, des organisations des Nations Unies, comme le HCR, des entreprises sociales, comme Happy Afrique, NIA, Little Sun, PEG. Donc, on a vraiment une grande diversité dans nos clients. Et en parallèle de ça, depuis le début, on est une entreprise qui agit dans le domaine de la technologie. On est aussi conscient des enjeux environnementaux et sociaux qui sont liés. Et on essaie vraiment de promouvoir une démarche qu'on va appeler numérique responsable, donc de diminuer l'empreinte à la fois sociale, économique et environnementale du numérique. Donc, on va questionner les usages, essayer d'utiliser la technologie de manière raisonnée, raisonnable, dans une
dans une vision de sobriété. On ne voit pas la technologie comme une finalité, mais plutôt comme un moyen d'avoir un impact social ou environnemental, ou alors pour amplifier l'impact des organisations qu'on va accompagner, parce qu'en fait, en les accompagnant sur le volet numérique, elles-mêmes vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, je reviendrai sur la question environnementale un peu plus tard, mais juste brièvement, on a à la fois en interne des engagements forts donc pour allonger la durée de vie des équipements, reconditionner les équipements, réduire notre consommation d'énergie, de données, recycler les déchets d'équipements électroniques et électriques. On a mis en place une démarche zéro déchet dans nos bureaux. On est d'ailleurs l'entreprise pilote de l'association Zéro Déchet Sénégal. Et en externe, on a développé une offre numérique responsable à destination de nos clients. Donc, pour faire de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, des stratégies DSI responsables, reconditionnement, éco-conception web. Donc, ça, c'est vraiment des questions qui nous sont chères. Et dans le numérique responsable, ça inclut également la question de la diversité. Donc, évidemment, quand on parle de diversité, ça peut être la diversité d'origine, de religion, handicap et genre. Donc, c'est la question qui nous s'intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, chez IT for Life, on va travailler à la fois sur la place des femmes dans les filières de formation STEM technologique et dans les métiers du numérique. Donc, à la fois, nous, on a une équipe d'une 15aine de personnes qui est composée majoritairement de jeunes et on va avoir un vrai travail sur la parité qui est fait dans l'équipe. Et donc, on a mis en place pas mal d'engagements pour promouvoir l'emploi des femmes dans le monde du numérique. Et en parallèle, on développe aussi des solutions numériques pour l'inclusion des jeunes filles et des femmes. Et donc, par exemple, on a développé une application mobile qui s'appelle Where We pour améliorer le suivi du cycle menstruel des filles et des femmes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec plusieurs entreprises sénégalaises, Happy Afrique, Yux, DIT, ID Insight. Donc, c'est deux exemples que je développerai un peu plus tard dans les questions, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment les deux aspects, à la fois ce qu'on peut faire en interne dans l'entreprise et aussi de développer des solutions numériques qui vont avoir un impact fort pour les filles et les femmes. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Marion, pour ce survol en fait, des activités de IT for Life. Je pense que maintenant que nous avons pris connaissance de nos panélistes et des projets et des missions qu'ils soutiennent, on va pouvoir entrer dans la partie questions de ce webinaire. Alors, panel discussion. Donc, première question que j'aimerais adresser à Malik et à Christa, c'est vraiment quels sont les points clés de vos approches pour introduire l'apprentissage OTIC dans vos projets respectifs. Donc, je vais donner la parole à Christa d'abord, qui pourra parler de l'approche spécifique de DigiFam, et ensuite Malik qui pourra nous éclairer sur l'approche du projet Déclic. Christa, c'est à vous. Très bien, merci. Oui, comme mes collègues viennent de dire, il doit s'agir de compétences pratiques. Ils doivent répondre aux besoins de femmes entrepreneurs ainsi que de ceux de l'environnement commercial local. DigiFam n'est pas un programme de formation pour le plaisir de s'entraîner. Notre programme utilise la meilleure approche en matière d'entrepreneuriat, de compétences spécialisées, éprouvées, en tant que l'auto-efficacité et le renforcement de l'agence, qui s'est avéré le plus efficace avec les femmes. Nous utilisons une approche de découverte. Les femmes entrepreneurs reçoivent des expériences à mener en utilisant les compétences et les approches qui leur ont été enseignées. Elles utilisent leur propre entreprise comme laboratoire. Nous les accompagnons à travers ces expériences qui dérisquent expérimentation. Nous n'avons jamais voulu concevoir et mettre en œuvre un programme qui enseignait des compétences qui n'avaient aucune valeur sur le marché du travail local. Nous voulons que ces femmes soient facilement embauchées.
avec toutes ces compétences et aptitudes nécessaires pour être des employés à valeur ajoutée. Finalement, pour nous, la pédagogie est déterminée par le contenu et la compétence enseignée. Voici, c'est une histoire amusante. Nous savons tous que l'anglais, c'est la langue du codage, de coding. Lorsque O1EDU, notre partenaire de consortium de renforcement de compétences numériques, nous a dit que leur programme, leur curriculum était entièrement en anglais, nous étions initialement très sceptiques. Malgré que je suis anglophone et je travaille pour une agence de gouvernement des États-Unis, on était très sceptiques avec cette idée que tout le programme va passer en anglais. Le Côte d'Ivoire est un pays francophone. Sorry, my dog. Le chien. Shh, Willy. On se demandait est-ce que ce sera trop difficile pour les femmes de travailler en anglais et apprendre le codage, le coding aussi. O1EDU a tenu bon et le codeur, ils ont dit que le codeur doit être capable de naviguer dans la langue de codage, de coding, et doivent donc travailler en anglais si elle sera embauchée. Et devinez quoi? Ces femmes s'y retrouvaient très bien. O1EDU nous dit que les résultats à Côte d'Ivoire sont une des les plus hauts qu'ils ont vus dans leur expérience avec leur programme. On se demande, on ne sait jamais. Bon, merci. Très bien, merci Christa pour cette intervention. Merci au chien aussi qui a voulu faire une intervention. À Malik maintenant de nous donner un peu l'approche pour Déclic. Merci beaucoup, cher Christiane. Merci, Christa, pour la présentation. Alors, je commencerai mon propos par un peu taquiner Christa pour lui dire, bah oui, le code, il est en anglais, mais ce que nous faisons, nous, par exemple, c'est que en Tunisie, par exemple, on a permis à nos formateurs de parler arabe. Aux jeunes qui ont été formés. Et de la même manière, nous encourageons également l'utilisation des langues locales, donc la diversité culturelle et linguistique qui est l'une des missions de notre organisation. Alors, par rapport à l'approche que nous développons pour introduire l'apprentissage autique dans les projets respectifs, permettez-moi de un peu revenir. D'ailleurs, il y a les chiffres de l'AFC qui ont été donnés par Christiane au début, mais il y a par exemple aussi le chiffre qui a été donné par l'OCDE pour dire que la durée de vie d'une compétence technique se réduit de plus en plus rapidement et de 20 ans dans les années 1970, elle n'est plus qu'à 2,5 années aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que d'ici 2025, d'ailleurs à l'époque, on n'aura besoin que d'un an, en fait, pour avoir besoin de renouveler ses compétences techniques. Et donc, 70% des emplois qui seront présents en 2035 n'existent pas encore. Nous sommes partis de ce constat. Et à partir de là, nous avons mené en 2020 une étude, une cartographie, une étude qui a fait la cartographie et la classification des métiers du numérique en francophonie. Et donc, cette étude qui a concerné 1193 structures de formation, 670 centres de formation et 1193 formations, cursus qui ont été répertoriés, nous a permis en fait de bien comprendre la diversité qu'il y a dans les écosystèmes d'espace francophone, des écosystèmes beaucoup plus mûrs, des écosystèmes moins mûrs. Et cela nous a permis de voir en fait sur chaque pays quels étaient les besoins principaux en termes de numérique et pour les entreprises et par rapport à l'écosystème numérique. Et c'est sur cette base-là que nous avons décidé d'aller intervenir dans certains pays comme la Côte d'Ivoire où on a eu 4 formations, une formation en développement web, une formation en infographie 2D, 3D, une formation en UX design et une formation en marketing digital. Et par rapport à chaque formation, nous avions des prérequis. Si pour la formation en développement web, il fallait un Bac+2, pour la formation en infographie 2D, on a pu faire descendre les critères pour permettre à plus de jeunes femmes, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons formé 100% de femmes, donc 100 jeunes filles ont été formées,
Et donc, d'aller prendre des jeunes qui n'avaient pas forcément des diplômes élevés et de les amener, en fait, à travers cette inclusion-là, à avoir ces compétences-là, à travers ce qu'on appelle l'approche par compétences. Donc, des opérateurs qui sont sélectionnés sur la base de référentiels d'approche par compétences et on les amène à avoir ces compétences-là pour ensuite, je reviendrai plus tard, les mettre à disposition d'un certain nombre d'entreprises. Donc, comment nous faisons pour introduire l'apprentissage au TIC dans nos projets respectifs? Le renforcement des capacités des opérateurs que nous sélectionnons. En Côte d'Ivoire, nous avons travaillé avec une ONG. Par ailleurs, c'est des incubateurs, ça peut aussi être des écoles de formation. Et ce que nous faisons quand nous sélectionnons un opérateur qui est prêt, on le renforce également dans la subvention qu'on lui donne, on lui permet d'acquérir en même temps du matériel qui permettra d'aller former les jeunes dans les zones. Et ça, c'est important parce que la dimension hardware, elle est extrêmement importante si vous voulez former des jeunes. Il y a également le fait que pour les jeunes qui n'avaient pas forcément les prérequis, nous leur offrons des bases, donc 2 ou 3 semaines où ils ont un certain nombre de bases avant d'avancer dans la formation. Cela permet au moins de les préparer à acquérir ces compétences. Et enfin, nous avons, dans le cadre de cette approche par compétences, les formations que nous avons développées sont faites de sorte que les apprenants sont tout le temps en contact avec le monde de l'entreprise. Par exemple, chez les apprenants en développement web, nous faisions des hackathons où des entreprises avaient un certain nombre de besoins qu'ils venaient soumettre et on mettait en challenge les apprenants pour qu'ils puissent développer des solutions numériques, des applications ou des sites web qui leur permettent déjà en formation de répondre à des besoins de clients potentiels. Ensuite, il y a notre approche sur le genre, comme je vous l'ai dit, à l'échelle des 14 pays, nous avons 50% de femmes. En Côte d'Ivoire, nous avons formé 100% de femmes. Nous avons 41% de nos formations qui ne sont pas seulement dans les capitales, puisque le problème, ce n'est pas les capitales en général, mais c'est vraiment d'aller chercher les jeunes dans des zones reculées où il y a le problème de l'accessibilité, le problème de la connectivité et surtout le problème du matériel, de ces compétences-là. Donc, c'est vraiment ce tout-là que l'on essaie de développer pour introduire l'apprentissage au TIC. Et là, nous y reviendrons. Actuellement, nous sommes également en train d'aller vers une plateforme numérique qui permettra aussi à des jeunes qui n'ont pas la dimension terrain d'avoir ces formations-là. Mais vraiment, c'est lorsque vous connaissez les contextes dans lesquels on évolue au Sénégal et en Côte d'Ivoire, en dehors des capitales, il faut vraiment développer une approche où vous allez chercher les populations avec pas seulement la dimension software et la dimension formation, mais avec du matériel, avec du terrain ou avec des gens qui croient, qui font de la sensibilisation et qui vont chercher les jeunes. De manière globale, c'est vraiment ce que nous faisons pour introduire l'apprentissage au TIC dans nos projets respectifs. Et nous avons aussi cette dimension importante où nous essayons à la fois d'inclure des entreprises. En Côte d'Ivoire, nous avons travaillé avec le groupement, le GOTIC, les groupements des entreprises qui évoluent dans le secteur des TIC, mais aussi les acteurs publics. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fois dans la stratégie du Sénégal 2025, Sénégal numérique 2025, que dans la stratégie nationale pour le développement du numérique en Côte d'Ivoire, notamment dans son pilier 4, ces éléments de renforcement de compétences numériques sont présents. Donc, nous venons nous inscrire dans ce que veut faire l'État et ensuite, à travers une approche qui soit la plus ouverte possible, nous essayons d'insérer ces formations-là aux compétences numériques. Donc, voilà, c'est la réponse que j'avais par rapport à cette question. Merci. Très bien, merci. Très bien, merci Malik. Alors, vous avez parlé beaucoup aussi d'impliquer en fait aussi les personnes qui vont pouvoir recevoir ces personnes nouvelles formées. Donc, ma question est de savoir en fait comment est-ce que vous arrivez à impliquer en fait les acteurs de l'écosystème dans ces projets. Quels sont les partenariats que vous avez développés? Donc, cette question, je vais l'adresser à Christa et à Marion pour qu'elles puissent nous donner chacune en fait les partenariats qu'elles ont pu développer de chaque côté. Donc, Christa, on va commencer par vous. Très bien, merci. Oui, nous comprenons à quel point l'environnement favorable est important pour assurer la prospérité et la réussite des femmes.
que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel de l'économie numérique. Par conséquent, depuis la création du programme, nous avons toujours inclus une composante pour impliquer activement l'écosystème. Nous organisons des ateliers à Abidjan et dans d'autres villes qui ressemblent les principales parties prenantes de l'écosystème, pour une journée d'exploration des opportunités et aussi des contraintes liées au genre et la manière dont elles, en tant qu'acteurs dans leur environnement, peuvent mieux accueillir, soutenir et renforcer la femme en tant qu'actrice économique. Il pourrait s'agir de discussions sur de meilleures politiques et pratiques en matière de ressources humaines qui encouragent les femmes et les aident en tant qu'employés à réfléchir aux normes culturelles qui empêchent les femmes de soumissionner aux appels d'offres ou de développer leur entreprise. Au début du lancement du programme, nous avons contacté des acteurs clés comme la Chambre de commerce. Nous avons formé une relation dans laquelle ils peuvent utiliser leur vaste réseau de connexions dans l'écosystème de ces villes là où nous voulons intervenir pour intéresser et recruter des acteurs de l'écosystème pour participer dans nos formations, comme je viens de dire, on appelle Ecosystem Boost. Comme nous le savons tous, les meilleurs partenariats sont mutuellement bénéfiques. Et ces partenaires tirent parti de notre programme pour offrir un autre moment de renforcement de capacité aux membres de la Chambre de commerce, tout en nous permettant d'identifier des leaders d'opinion clés pour participer dans nos formations. Comment dire en anglais? Win-win, gagnant-gagnant. Merci. Merci, Christa. Marion, quels sont les partenariats que vous avez pu développer ici au Sénégal? Merci, Christiane. Alors, il faut savoir que vraiment, chez IT for Life, nous, ça nous importe beaucoup de travailler en partenariat et en collaboration avec à la fois l'écosystème tech et à la fois l'écosystème plus de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est vraiment, on est à la croisée des deux mondes. Et donc, on met en place des partenariats et des projets multi-acteurs. Donc, je vais vous parler de 2 projets qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, on a mené un projet qui s'appelait le projet Baraka en 2021 et 2022, qui était un projet de formation digitale pour une cohorte de 12 jeunes de la cité Baraka. Donc, c'est un quartier proche vers Liberté 6 à Dakar. On les a formés pendant 1 an. Donc, c'était un projet en partenariat avec la GIZ, You Foundation et les partenaires locaux Hope 87 et le GIE Baraka, donc du quartier. Et en fait, c'est vraiment venu d'un besoin de la GIZ et You Foundation qui avait un projet de formation professionnelle, donc de métiers peut-être plus classiques, menuiserie, couture, métallurgie, etc. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient aussi proposer aux jeunes de pouvoir intégrer un cursus de formation numérique. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait appel à IT for Life. Et on a vraiment essayé du coup de travailler en partenariat avec les jeunes eux-mêmes, les apprenants, les apprenantes, pour créer les modules de formation, comprendre leurs besoins. Donc, on a arrangé le programme de cette manière-là en fonction de leurs attentes. On a travaillé sur cette partie équipement numérique que mentionnait Malik tout à l'heure, qui vraiment est importante. Donc, on a mis en place une salle informatique à la Cité Baraka avec les bons équipements, des équipements qui soient performants et qui puissent permettre aux apprenants de pratiquer ce qu'ils apprenaient en théorie. Et donc, on a mené ce projet-là, qui nous a permis on a travaillé avec une équipe de 9 formateurs, experts dans les différents domaines, 12 apprenants. Donc, on a préféré privilégier
une petite quantité de personnes, mais qui soient bien formées donc, aux basiques du numérique. Ça partait vraiment de comment utiliser un ordinateur, un téléphone, faire du montage photo, vidéo, travailler sur les outils de travail collaboratif. Ils ont même obtenu les certifications Google Marketing. Et en fait, ça leur a permis d'être capables d'accompagner eux-mêmes ensuite les artisans et les habitants du quartier Baraka qui avaient besoin d'aide pour leurs mails, pour créer des factures, pour gérer leurs réseaux sociaux. Donc, ça a vraiment été ça l'idée du projet. Et un deuxième projet dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, Where We, qui est notre application de suivi du cycle menstruel. En fait, c'est Happy Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise sénégalaise, une entreprise sociale qui fabrique des couches et des serviettes, enfin des produits d'hygiène réutilisables, donc couches et serviettes hygiéniques, qui avait développé un projet de sensibilisation qui s'appelle Changeons les règles, donc qui vise à informer les jeunes filles et les femmes sur les règles, le cycle menstruel, parce que c'est vrai que ça, vous le savez, ça impacte négativement à la fois leur vie sociale, leur scolarité, leur vie professionnelle. Et donc, ce programme est vraiment un programme multicanal. Donc, il y avait des outils physiques comme un livret de sensibilisation, des ateliers de sensibilisation. Et ils ont fait appel à un consortium d'entreprises numériques, donc IT for Life pour le développement de l'application mobile, DIT pour le développement du chatbot. On a mis en place un e-shop où on peut trouver les produits d'Happy Afrique en vente sur l'application. On a développé une web série. On a justement mis en place du contenu multimédia en langue locale pour que ça puisse atteindre tout le monde. Un programme avec des SMS pour là où c'est plus difficile d'accéder à Internet. Et en fait, ça a vraiment permis d'avoir un programme global et ça a été mené on a eu toute une partie études et focus group qui a été menée par UX Design et ID Insight pour vraiment bien comprendre les problématiques et développer des outils qui soient vraiment cohérents et qui répondent aux attentes de la population. Donc aujourd'hui, on en est à 19 300 téléchargements de l'application. On a lancé en juin de l'année dernière, donc ça montre qu'il y a un vrai engouement autour du sujet. Et donc, il y a à la fois le suivi du cycle menstruel et l'accès à du contenu de sensibilisation. Il y a des jeux, donc c'est vraiment adapté à tout type de public, à la fois pour les jeunes filles et pour les femmes. Et il y a le chatbot du coup qui permet de répondre aux questions qu'ont les utilisatrices. Si vous n'avez pas encore téléchargé, je vais vous mettre le lien et puis nous, on serait très preneurs de vos retours là-dessus. Très bien, merci Marion pour cette présentation en fait des deux partenariats et des projets en fait qui sont nés de ces partenariats. Donc, pour seguer un peu par rapport à ce travail dans les communautés, les questions que j'ai pour Marion et pour Malik, en fait, c'est de voir en fait comment est-ce que l'insertion de ces jeunes se fait dans le milieu du travail, sur le marché du travail, et puis comment vous collaborez avec les entreprises en fait pour les convaincre d'intégrer ces jeunes-ci. Donc Marion, peut-être que tu peux enchaîner et ensuite on entendra les efforts que Déclic fait avec Malik. Ça marche, merci. Donc, c'est vrai, je pense qu'on l'a bien cité, chacune des intervenants. L'éducation, c'est vraiment la clé pour qu'on puisse augmenter le nombre de jeunes, le nombre de femmes dans les filières technologiques et donc dans les métiers du numérique. C'est important, en fait, dès l'éducation primaire, de pouvoir casser les barrières parce qu'il y a une vraie méconnaissance des filières technologiques et il y a aussi des stéréotypes, évidemment. Donc, l'une de nos missions, c'est aussi d'orienter et d'accompagner les étudiantes qui souhaitent se tourner vers les professions du numérique. C'est vrai que dans notre équipe, il y a beaucoup d'alumni de différentes écoles, centres de formation IT, ici à Dakar. Donc, on travaille en partenariat avec, par exemple, l'Agence universitaire de la francophonie, Simplon, ESMT, IT School. Donc, on va aller former sur des outils, mais aussi animer des ateliers de sensibilisation numérique responsable, donc soit femmes et numérique, enjeux environnementaux. Et en fait, ça aide à montrer aux jeunes, et particulièrement aux jeunes filles, que c'est possible de travailler dans le milieu de la tech, d'utiliser la tech pour avoir un impact social
ou environnemental positif, et aussi de montrer des rôles modèles, des ambassadeurs, ambassadrices qui ont réussi dans ce domaine-là, auxquels les étudiantes, les étudiants peuvent s'identifier. Parce que c'est ça aussi qui manque parfois pour vraiment pousser les jeunes, les femmes à se lancer dans ces domaines. Et on est aussi en partenariat avec des associations qui sont plus spécialisées, comme Social Builder en France, qui travaillent sur les thématiques genre et tech. Ils ont lancé une grande campagne Féminisons la tech, et ça, en fait, ça aide à l'insertion des jeunes plutôt dans le marché, sur le marché de l'emploi. Donc, il y a un travail conjoint à faire entre les filières de formation, du primaire jusqu'aux études supérieures, mais aussi au sein des entreprises. Donc, nous, chez Aids for Life, on a mis le genre vraiment au cœur de notre politique de recrutement. Donc, déjà, comme on le disait, notre équipe, elle est majoritairement composée de jeunes, mais sur la question du genre, on travaille vraiment au quotidien là-dessus. Donc, on va avoir notre équipe et notre conseil d'administration qui est constitué à 50% de femmes et 50% d'hommes. On a inclus cette notion de représentation équilibrée dans nos statuts légaux. Ça veut dire qu'on va donner accès à des postes techniques et à responsabilité aux femmes en offrant les mêmes chances d'évolution que les hommes. Donc, pour vous citer exactement, donner aux femmes et aux hommes à compétences égales accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité, aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. On anime les ateliers de sensibilisation pour dégenrer la tech. Comme je disais, on fait partie de groupes de travail au niveau international sur la thématique de l'employabilité des femmes dans la tech. Et du coup, on a aussi tout un travail de communication sur les réseaux sociaux, les contenus qu'on publie, des articles de blog, sur l'idée d'éduquer et mobiliser pour donner la place aux femmes dans le numérique. Donc, pareil, je pourrais vous partager les liens dans le chat. Et donc, tout ça, en fait, ça permet d'accompagner, je dirais, l'insertion des jeunes de manière générale et plus particulièrement l'insertion des femmes dans les entreprises du numérique. Merci, Marion. Malik? Oui, non, mais pour rebondir sur ce que disait Marion, c'est vraiment le défi dans les écosystèmes dans lesquels nous évoluons. La question du genre, la question de l'insertion des femmes. Et moi, mon observation personnelle sur un projet qui est dans 14 pays, donc dans 4 à 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que plus les formations sont pointues, plus on peut avoir du mal à recruter des femmes. C'est-à-dire, lorsque tu formes en marketing digital pour des formations de 3, 4, 5 mois ou en design, mais basique, pas du 3D et tout ça, tu as plus de chances d'avoir des femmes que lorsque tu es là actuellement, on est en train de sourcer sur du développement front et back avec Simplon Sénégal, mais on a 30% de femmes sur plus de 1400 candidatures. Et donc, le défi, c'est d'aller vers ces 50%, puisque nous tenons quand même la barre des 50% depuis l'année dernière, 51, 52, tout en gardant quand même la qualité des personnes que nous avons présélectionnées pour qu'après, qu'on puisse aller vers cette insertion professionnelle. Donc, il y a vraiment un travail, comme vous le dites, Marion, de base à faire à la base pour que ces femmes-là puissent être intéressées par des métiers plus techniques. Voilà, il y a, je pense aussi qu'une dimension culturelle, le poids de la société qui fait que parfois, ça peut être un peu difficile. Mais pour en revenir à cette question sur l'insertion des jeunes professionnels ou des jeunes formés dans le milieu d'éthique, l'approche de Déclic, c'est d'abord à partir de la sélection de l'opérateur de formation, des échanges que nous avons et du protocole d'accord de subvention que nous signons. C'est déjà à partir de là de dire à l'opérateur, vous avez des obligations en termes d'insertion professionnelle. Vous avez l'obligation de travailler avec des structures nationales en charge de la formation professionnelle. Parce que dans le monde de la coopération, il arrive très souvent qu'une organisation arrive, impose son modèle sans pour autant impliquer de manière, un certain nombre d'autorités nationales. Donc, certaines des autorités nationales, comme l'AGEFOP en Côte d'Ivoire, a déjà développé, par exemple, son référentiel pour la certification de formation courte au numérique. D'autres, comme le Togo, n'y est pas encore arrivé. Au Sénégal, l'ONFP a déjà fait ce travail. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est que nous disons, au moment de contractualiser avec l'opérateur, il faut que tu travailles avec l'opérateur, avec la structure étatique nationale en charge de la formation professionnelle. Et, si possible, avec les départements ministériels en charge du numérique, de l'éducation et de la jeunesse.
Ensuite, par rapport aussi à ces obligations que nous imposons, mais qui sont quand même des barrières à l'entrée pour les opérateurs de formation, nous leur disons que vous ne devez pas seulement former aux hard skills, vous devez aussi former aux soft skills. C'est-à-dire il faut que l'apprenant ne sache pas seulement coder à la fin de la formation, faire un site web. Il faut qu'il sache se vendre, qu'il sache faire une bonne application, mais savoir le vendre, aller sur les stores ou bien en tout cas sur les plateformes dans lesquelles il faut les mettre en valeur. Il faut qu'il puisse faire un CV, il faut qu'il puisse se valoriser. Donc cette dimension, elle est aussi très importante lorsque tu prépares l'insertion professionnelle d'un jeune. Et donc, globalement, nous avons deux axes pour l'insertion. Soit c'est en entrepreneuriat, soit c'est en entreprise à travers des stages que nous suivons quand même jusqu'à 12 mois après la formation. En entrepreneuriat, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons la formation jeunesse numérique avec laquelle nous avons travaillé et qui prend certains de nos jeunes qui ont développé des projets d'entrepreneuriat et qui seront incubés là-bas. Maintenant, concernant l'insertion en entreprise, ce que nous faisons dans les pays, c'est qu'à la fin de la formation, on organise ce qu'on appelle un forum Déclic Pro. C'est quoi le principe de ce forum Déclic Pro? C'est en général 2 jours pendant lesquels on fait des ateliers de formation complémentaires, des panels avec des success stories. C'est très important que les jeunes puissent s'inspirer. On a eu en Côte d'Ivoire des gens qui sont venus nous expliquer que voilà, qu'au début, ils n'avaient aucune compétence, mais qui se sont formés sur le tas. Donc, 2 jours pendant lesquels il y a ces panels, pendant lesquels nous invitons des entreprises. En Côte d'Ivoire, on a invité le groupement des entreprises qui sont dans le secteur public et d'autres entreprises qui viennent, à qui on offre des stands et à qui on dit quand même, faites du speed dating, donc organisez des rendez-vous d'entretien avec des jeunes. Donc, les jeunes, on les met en amont dans un trombinoscope en ligne où les entreprises peuvent déjà consulter leur profil. Et donc, lors de ces forums Déclic Pro-là, il y a des entretiens et à la suite de ces entretiens-là, certains jeunes parviennent à décrocher des stages. Donc, c'est vraiment l'approche que nous avons par rapport aussi à la préparation de cette insertion pro. Comme je vous disais, en Côte d'Ivoire, il y a l'AGEFOP qui est venu et qui a encadré les formations et donc qui a fait des rapports pour voir ce qu'il faut améliorer dans les formations pour que ces formations préparent en termes d'approche par compétences les jeunes à l'insertion. Et au Sénégal, l'opérateur avec lequel nous serons Simplon, ces formations sont déjà en fait avalisées par l'Office national de formation professionnelle. Donc, ce sont des certificats qui sont reconnus entre guillemets par l'État, avec un certain nombre de compétences. Et après, nous essayons avec le réseau d'entreprises qu'ont nos opérateurs de leur offrir une première opportunité professionnelle. Donc, globalement, c'est ce que nous essayons de mettre en place pour l'insertion des jeunes. Voilà. Votre micro est fermé, Christiane. Merci Malik pour cette overview des efforts très, très poussés à intégrer les jeunes dans le milieu du travail parce que vraiment, c'est une des problématiques majeures, même pour les personnes formées classiquement dans le circuit académique classique d'accéder au travail et encore plus maintenant que nous ajoutons la dimension numérique ou digitale dessus. Donc, maintenant que nous avons pu comprendre un peu tous les détails un peu des projets que vous soutenez, en fait, dans la région ici, des actions que vous posez, on va essayer de se tourner un peu vers le futur. Comment est-ce que ces initiatives que vous menez déjà depuis quelques années, comment est-ce que vous envisagez qu'elles puissent être élargies, que ce soit géographiquement ou les contenus qui peuvent être ajoutés ou les partenariats que vous voyez qui pourraient être bénéfiques en fait pour plus d'impact. Donc, je pense que je pourrais demander peut-être à nos 2 panélistes qui ont des projets qui touchent plusieurs pays et qui sont plus globaux de nous donner un peu leur avis sur la question. Donc, peut-être Christa peut parler sur comment est-ce que DigiFam pense son expansion et ensuite Malik pourra nous donner aussi son opinion sur Déclic. Christa, c'est à vous. Oui, merci. Bon, la continuité est une composante majeure de ce programme.
Notre financement du gouvernement des États-Unis est de 3 ans, après quoi le programme prendra fin ou, mieux, sera autofinancé grâce à un mécanisme de durabilité. Cette tâche fait partie des termes de référence de notre partenaire de mise en œuvre pour élaborer un modèle et un plan pour l'après-financement. Une option que nous sommes en train d'étudier un peu, nous envisageons de créer une sorte d'agence de talent et de placement qui aidera les entreprises à recruter des employés de nos diplômés moyennant des frais, qui sera utilisé pour gérer le programme. On est en train de voir plusieurs modèles. Nous sommes dans la recherche parce que le financement n'est pas pour toujours. Et nous voyons que ce programme marche très bien et ça répond à un besoin. Comme ça, c'est pour nous maintenant de voir comment ça pourrait être un programme qui dure plus que le financement. Autre chose qui aide à créer un programme qui peut durer, adéquation, projet et marché, product market fit. Nous l'enseignons à nos femmes et nous devons le suivre en tant que programme. Concevoir un programme qui répond aux besoins de contexte local et vous aurez de meilleures chances de réussir. Visez l'excellence. Nous utilisons le produit de notre partenaire Microsoft pour notre plateforme DigiFam Learn. Et nous constatons qu'il s'agit d'un attrait majeur pour le partenaire potentiel. La reconnaissance de leur marque, leur brand, leur marque est très élevée et ils ont un excellent support technique. Notre personnel de programme veut livrer un produit d'excellence et nous comprenons que notre marque, notre brand en tant que programme doit être soigneusement cultivé et entretenu, même protégé. Nous voyons notre programme comme une proof of concept, et nous espérons d'être en mesure d'atteindre le programme en Côte d'Ivoire pour atteindre plus de villages et plus de villes et plus de populations. Nous aimerons également étendre cela à d'autres pays et contextes. D'une certaine façon, nous essayons de concevoir un programme de formation qui offre la meilleure approche de formation qui peuvent être contextualisées pour répondre aux besoins et aux opportunités locaux dans d'autres milieux. Si vous visitez le website de Millennium Challenge Corporation, vous allez voir que nous sommes, MCC, c'est un bailleur de fonds. Nous faisons des compacts avec le gouvernement du pays bien qualifié. Et l'investissement est grand. C'est pour construire le pont ou bien construire le highway ou bien construire pour élonger les réseaux électriques. DigiFam, c'est un projet vraiment différent pour MCC. Et nous voyons que ça marche. Et pour cela, nous sommes dans la recherche maintenant de voir qu'est-ce qu'il y a qui fait que ce programme est une réussite et comment on peut prendre cette template, cette modèle et voir comment ajouter ça dans d'autres pays là où MCC a des investissements. So, nous sommes en train de voir les deux. Comment avoir un programme qui s'autofinance dans le long, parce que ça, c'est toujours un objectif optimal, mais aussi, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui peut être répliqué dans d'autres pays? Merci. Très bien, merci Christa. En tout cas, au moins, on voit la vision par rapport à comment rendre un projet, ce pilote, comment on appelle ça,
self-sufficient, comme on dit en anglais, qu'il se soutient soi-même grâce à un modèle économique et puis aussi les possibilités d'expansion dans la sous-région. Donc, Malik, quelles sont les directions dans lesquelles vous voyez le projet Déclic pouvant être élargi? Merci beaucoup, Christiane. Alors, nous étions aussi dans une phase pilote l'année dernière et cette année, nous poursuivons en fait, sommes en tout cas dans une année, disons, de transition pour un projet qui était designé pour 5 ans. Donc là, ce qu'on a, à partir des leçons apprises où on a eu un certain nombre de difficultés dans certaines zones rurales ou périurbaines, où quand même le coût de formation, si vous voulez de la formation de qualité, peut coûter assez cher, notamment dans certains pays, c'est que nous avons, d'abord, nous avons l'objectif de toucher tous nos États et gouvernements de plein droit, donc on en a 54, même si la priorité, ce sont les États d'Afrique subsaharienne et notamment du Sahel. Mais pour le moment, nous avons pensé à ce dispositif hybride avec cette plateforme que nous allons mettre en ligne, des contenus qui seront mis à disposition à la fois pour des apprenants que même pour des formateurs, donc des contenus que nous allons concevoir et que nous allons rendre gratuits. Et sur cette plateforme, nous aurons une application qui sera disponible même lorsque vous n'êtes pas connecté, donc à travers un dispositif technique particulier. Et donc, il y a ce dispositif hybride que nous sommes en train de construire. Et sur la plateforme, il y aura des formations en auto-formation. Donc, on peut venir se connecter, se former tout seul, et des formations tutorées qui donneront lieu à une certification. Donc, ça, c'est vraiment, ça peut être une solution pour nous permettre de former plus rapidement plus de jeunes, mais quand même une formation qualitative. En ce qui concerne les partenariats, bon, lorsque vous regardez le cadre logique de gestion, de suivi de notre projet, nous avons aussi l'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs qui est très important, notamment l'ODD 17.6. Et là, nous sommes aussi dans cette perspective où nous vivons sur la base des contributions de nos États et nous essayons de nous ouvrir à la fois à des banques de développement. Je ne sais pas si vous avez vu, nous avons récemment signé un accord cadre avec la BOAD pour renforcer ce dispositif, mais nous sommes ouverts à des partenariats avec le privé, avec d'autres organisations internationales, parce que à la fin, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir de l'impact sur les jeunes. Moi, en tout cas, la motivation que j'ai par rapport à mon travail, c'est de voir des jeunes qui témoignent et qui me disent que cette formation-là a changé ma vie. J'ai été à l'université, j'étais chômeur et à la fin de cette formation, j'ai eu les skills qui m'ont permis de m'insérer professionnellement. Donc, je pense aussi le fait de former des consortiums ou des coalitions ou des partenariats avec plusieurs acteurs peut être une piste. Là, nous sommes toujours au stade de réflexion, mais je pense que ça peut être une perspective intéressante. Très bien, Malik. Très, très bonne transition pour moi parce que la prochaine question que j'avais avait à voir aussi avec les zones de recherche, les zones de financement ou les partenariats que vous voyez qui sont très importants à développer en fait pour le renforcement de l'éducation numérique. Et là, on demande même de penser au-delà de vos projets respectifs. On parle maintenant de l'écosystème, ce que vous voyez, où il y a des maillons qui ne s'emboîtent pas, où on voit qu'il y a des écarts qui devraient être comblés par des participants du secteur privé ou du secteur public. Donc, comme Malik a déjà donné un peu, lui, sa vision des partenariats dans les banques qu'il a mentionnées, je peux demander à Marion et à Christa de nous donner aussi leur aperçu sur ces différents partenariats qu'ils voient qui sont nécessaires dans la gestion de leur projet. Donc, on va commencer avec Marion et ensuite Christa. Merci, Christiane. Et merci, Christa et Malik pour leurs éclairages. Donc, c'est vrai, évidemment que c'est essentiel de renforcer l'éducation numérique dans la région, que ce soit au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de manière générale. Mais c'est vrai que je vais avoir un discours un peu militant.
il est important aujourd'hui, enfin j'en ai parlé au tout début en introduction, d'intégrer dans les cursus de formation plus classiques au numérique des modules qui soient dédiés justement au numérique responsable, à la fois dans les filières, donc auprès des étudiantes, des étudiants, mais aussi dans les organisations auprès des professionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a une réelle nécessité de prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux. Et la technologie peut y répondre, mais il faut savoir l'utiliser de la bonne manière. Donc, si je rappelle juste quelques thématiques autour du numérique responsable, donc on va avoir la sobriété numérique avec les enjeux environnementaux, la diversité qu'on a pas mal abordé aujourd'hui, le respect de l'humain, la citoyenneté et l'accessibilité. J'ai vu d'ailleurs passer une question dans le chat à ce propos-là. Donc, je vais peut-être commencer par cette notion d'accessibilité. En fait, aujourd'hui, il faut pas seulement concevoir des outils, il faut concevoir des outils qui soient accessibles aux personnes en situation de handicap qui peuvent avoir peut-être des déficits visuels, auditifs. Il faut savoir concevoir pour les personnes qui ne savent pas forcément lire, qui ne savent pas forcément utiliser les outils numériques. Il y a des personnes qui sont dans des zones reculées avec un faible accès à Internet. Donc, il faut vraiment réussir à inclure les réalités du terrain et dans les formations de développement, inclure cette notion d'accessibilité. Donc, il y a des référentiels qui existent en France. Moi, j'aimerais que ces référentiels puissent exister au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. De la même manière, sur cette question de sobriété, aujourd'hui, il y a des référentiels autour du numérique responsable et comment éco-concevoir des services, comment inclure les enjeux environnementaux. Donc, ça va être dans la conception, éco-conception des outils et applications, repenser nos usages, la consommation aussi d'équipements numériques. On achète du neuf, mais en fait, il faut savoir que l'impact environnemental du numérique, c'est principalement à 70% la fabrication des équipements. Et on le voit déjà aujourd'hui, ces dernières années, on peine un peu plus à s'approvisionner en équipements, en matériaux, en ressources pour fabriquer ces équipements. Donc, nous, on axe beaucoup notre discours sur cette partie de mise à niveau des équipements, bonnes pratiques pour allonger la durée de vie du matériel, reconditionner le matériel, c'est quelque chose qu'on propose à nos clients. En fait, on va dans certaines organisations où il y a des placards où il y a des remplis de PC dormants. Et donc, plutôt que d'acheter neuf quand on doit renouveler la flotte, nous, on va conseiller plutôt de passer par de la mise à niveau, réparation, reconditionnement, possiblement de mettre à disposition, si c'est plus au niveau d'exigence des organisations, mettre à disposition d'associations, de centres de formation, parce qu'on a un vrai problème aussi là-dessus, dans la formation on a la théorie, mais très souvent, il n'y a pas forcément la possibilité de pratiquer pour les étudiantes, les étudiants. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé cette offre autour du numérique responsable. Et là, on a remporté un projet avec le soutien de l'ambassade de France où on va dérouler une série d'ateliers de sensibilisation, mobilisation, action autour pour diffuser cette démarche du numérique responsable auprès du grand public et du coup de créer une communauté d'acteurs sur ces thématiques-là qui sont encore trop méconnues. Donc, on va animer des fresques du numérique, on va animer des ateliers digital cleanup pour apprendre à nettoyer les données sur ces équipements, digital cleanup, réemploi, recyclage pour sensibiliser sur l'allongement de la durée de vie et aussi collecter les déchets, ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, pour acheminer ça vers les bonnes filières de recyclage. Donc, tout ça, c'est des questions très importantes, au même titre, évidemment, que la diversité et l'inclusion qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui. Et il y a une vraie nécessité que tout le monde prenne conscience, que tout le monde devienne acteur, actrice, et du coup, que ça soit intégré à la fois dans le volet formation et dans le volet organisation, que les collaborateurs, collaboratrices jouent aussi leur rôle de ce côté-là. Très bien, merci Marion. En fait, ça, c'est aussi un aspect qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est-à-dire on parle d'éducation au numérique, c'est-à-dire savoir utiliser les outils numériques, mais il n'y a pas forcément l'accompagnement de la gestion même de l'outil numérique dans sa consommation, que ce soit les données ou les machines, voilà, avec la préoccupation de l'impact sur l'environnement que ça va apprendre à mener, surtout en Afrique où nous avons déjà des questions de gestion
des déchets qui sont déjà présentes et auxquelles vont s'ajouter, bien sûr, on le voit déjà, la question de la gestion des déchets numériques digitaux aussi. Donc, on va passer avec Christa pour qu'elle aussi, elle nous donne un peu son aperçu sur les zones où le financement, les partenariats peuvent être développés dans la région pour vraiment renforcer cette question de l'éducation au numérique. Vas-y, Christa. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec chaque chose que Marianne vient de dire. Tout ce que je peux faire est juste souligner quelque chose d'important. Pour nous, nous sommes un programme axé sur la femme. Et même nous, des fois, nous luttons avec la réalité des femmes. Les responsabilités domestiques, le soin aux enfants, le soin aux personnes âgées, incombent plus souvent aux femmes. Ces préoccupations limitent réellement la participation des femmes au marché du travail. Et je suis convaincue que nous devons mieux répondre à ces préoccupations et les résoudre. Nous avons les femmes qui s'inscrivent dans notre programme. Elles viennent pleines d'ambition, pleines de rêves, bien engagées. Et nous savons tous que ces femmes, elles sont courageuses, elles sont braves, elles sont des catalysatrices, est-ce que je peux le dire, dans leur milieu. Quand elles émergent, elles amènent d'autres personnes avec elles. Il y a toute une gamme, beaucoup de recherches qui démontrent comment une femme, une fois qu'elle a la réussite, sa famille est mieux. On connaît le tout. Et même nous, dans notre programme, nous avons tout un processus assez exigeant, assez soigneux pour sélectionner nos participants. Et elles sont bien engagées. Et même chez nous, on a eu quelques femmes qui ont obligé de quitter le programme à cause de tous ces fardeaux, toutes ces tâches, toutes ces responsabilités hors de notre programme domestique. Et chaque femme qui quitte le programme, c'est une perte. Et nous savons tous que le changement de culture prendra du temps. En attendant, nous devons trouver et financer des solutions au fardeau de femmes. C'est une question d'équité et de justice. Et même moi, je travaille pour un bailleur de fonds et je me blâme aussi. Nous devons être mieux pour les femmes, nous devons être là. Et ce n'est pas seulement tout le contenu du programme et toutes les ressources on amène. Si on ne prend pas en compte ces limitations, ces contraintes, domestique, il y aura toujours un frein sur le grande évolution de femmes dans cette marché, comment dire, le workforce, what is workforce? Je commence à être fatiguée avec le français. Workforce. En tant que travailleur et actrice économique. Et je m'arrête là-bas. Merci. Très bien. Merci. Donc, c'est sûr pour la main-d'œuvre féminine. Rencontre toujours des limites pour être vraiment déployée et entièrement réalisée, c'est-à-dire des normes sociales et des charges sociales qui sont toujours très, très prenantes et qui peuvent leur faire manquer des opportunités pour leur autonomisation et pour le développement économique. Merci Christa et merci à nos panélistes d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ces questions en fait vraiment avec beaucoup de détails. J'espère que les participants ont pris des notes. Je vois que dans le chat, il y a aussi beaucoup de discussions qui vont. Donc, on va pivoter vers les questions
des participants dans quelques instants, mais voilà. Si on peut... Après les 3 ans, les tailles. Quelqu'un n'est pas sur mute. Mettez-vous sur mute. Voilà, merci. Voilà. Donc, les facteurs avec TDA. Les gens qui ont émis ça. Et moi, c'est cher Timothée. Mettez-vous sur mute. Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je voudrais inviter les panélistes à donner le mot de la fin pour chacun là, avant que nous pivotions en fait vers les questions de l'audience. Donc Marion, on peut commencer avec toi le closing statement comme on dit en anglais. Ah, moi, je croyais que c'était déjà le mot de la fin, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je le redis, numérique responsable. Ça serait le mot de la fin. Non, bah déjà, encore un grand merci de nous avoir donné l'opportunité de participer avec vous aujourd'hui. C'est même important en fait de découvrir les projets des autres panélistes. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à travailler ensemble avec le programme DigiFemme de Christa ou alors avec l'Agence de la francophonie, avec Malik. Je pense qu'il y a des ponts à créer et ça rejoint un peu justement cette idée de collaboration parce que justement, ça nous permettrait d'avoir un impact qui est beaucoup plus important tout en étant du coup respectueux de l'humain et de l'environnement. Très bien, merci Marion. Christa? Okay, I'm going to say it in English because I'm tired. Merci. Thank you. Merci pour cette opportunité de parler, mais aussi écouter. Comme Marianne vient de dire, moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je suis très contente qu'il y ait plusieurs acteurs dans cet espace qui sont tellement passionnants à cause de ces questions et je suis tellement intéressée de travailler ensemble avec vous. Merci. Fantastique, fantastique. Merci Christa. Malik? Oui, alors vraiment, je rejoins tous les autres qui ont présenté et c'est aussi un plaisir pour moi d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir découvert tout ce que vous faites sur le terrain. Et je pense qu'on converge tous vers les mêmes objectifs, c'est rendre les vies des populations meilleures à travers le numérique. Et je vous rejoins aussi sur tous les points évoqués. J'ajouterais même l'Open Educational Resources, les ressources éducatives libres, la question du numérique responsable. Bon, en France, la direction interministérielle et voilà, l'ARCEP, des groupes comme Green IT font un travail important. Mais oui, je pense que aussi c'est une question qui pourrait avoir beaucoup d'importance dans ces contextes. Et donc, moi, je dis pour le mot de la fin que ces occasions doivent être répétées pour qu'on puisse savoir ce que chacun fait, qu'on puisse construire des ponts, voire des convergences et travailler ensemble. Nous, vraiment, Déclic reste un cadre de coopération ouvert à Marion, au MCC, et nous pouvons voir comment nous pouvons mieux impacter la vie des jeunes dans les pays dans lesquels nous intervenons. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Malik. Je pense qu'on assiste déjà à des bonnes connexions qui se forment là. Donc, c'est passionnant. On attend vraiment la suite. Là, vu le temps avancé, je pense qu'on va pouvoir répondre à une ou deux questions des participants. Je pense qu'on va commencer déjà avec Malik parce qu'il y a quelqu'un qui avait une question sur… vous avez parlé un peu de la difficulté d'attirer des femmes parfois dans les programmes sur le numérique. Il y a un décalage entre le nombre de femmes qui répondent à l'appel et puis les quotas aussi de participation que nous nous imposons, bien sûr, pour vraiment respecter l'équité. Donc, quelles sont peut-être les approches ou les moyens que vous avez développés pour faire la promotion de ce type de formation auprès des femmes et les attirer un peu plus dans les programmes? Bon, merci beaucoup. Merci pour cette question qui me tient à cœur. J'ai aussi un collègue d'ailleurs qui est la Trésor qui suit aussi Déclic dans des pays comme Madagascar ou voilà qui a aussi cette expérience. Alors déjà Déclic dans le dispositif aussi nous imposons aux opérateurs quand même d'avoir un minimum
par exemple, le fait de pouvoir accueillir des femmes, même des choses basiques auxquelles les gens ne passent pas forcément, d'avoir des toilettes, un certain nombre de sanitaires qui sont à niveau. Ce genre de choses, nous l'imposons aux opérateurs. C'est très important d'avoir ce dispositif-là. L'autre chose, c'est que nous faisons de la discrimination positive. Alors, chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais nous, par exemple, nous avons des pays dans lesquels nous avons des femmes qui sont des mères qui ont des enfants, mais nous faisons de la discrimination positive et nous encourageons la solidarité entre les apprenants, de sorte que les plus avancés parfois puissent aider les moins avancés, mais aussi nous demandons aux formateurs d'avoir une attention particulière à l'endroit d'un certain nombre de femmes qui sont dans des situations sociales un peu compliquées. Donc ça, c'est vraiment ce que nous mettons en œuvre pour que les femmes soient dans les meilleures conditions. Bien évidemment, la question de l'accessibilité, la question même des personnes handicapées, ces questions sont bien prises en compte dans le cadre de nos formations. L'autre chose, c'est que dans le cadre de nos campagnes de recrutement, ce que nous expérimentons depuis l'année dernière, c'est qu'en termes de communication et de sensibilisation, nous essayons de chercher des femmes parfois qui sont des success stories dans le secteur. Nous demandons à des opérateurs de chercher des femmes, qu'elles puissent parfois donner des citations, qu'on puisse, sur les réseaux sociaux, essayer d'inciter les jeunes femmes. Et nous passons également par des réseaux, des associations de femmes et tout ça, dans notre communication pour les attirer vers nos appels à candidature. Ça, c'est ce que nous essayons aussi de mettre en œuvre. Mais sur le terrain, ça reste quand même un défi qu'il faut relever. D'accord, merci beaucoup. Christa, est-ce que vous avez aussi dû développer des approches spécifiques pour attirer les femmes vers Digifam en fait? So, nous sommes dans notre première année d'existence de programme et on a vu un grand intérêt au projet. On a commencé, je pense, avec une affaire de 9000 femmes et on les met dans un système de sélection et qui nous a amené à 150 femmes pour la première cohorte. Cette année, on voit que nous devons travailler un peu plus. Il y a plusieurs programmes et ça, c'est bon. La piste est large et tout le monde tout programme qui entre, qui a un bon produit est bien accueilli de venir nous rejoindre le programme. Je pense que notre programme est gratuit pour les participants aide beaucoup parce que nous savons tous dans l'économie familiale, des fois, nous savons que le choix entre filles et garçons, on donne les ressources pour le garçon pour les études. Comme ça, d'avoir un programme qui n'a pas un frais scolaire, un frais pour participer, c'est quelque chose déjà. Nous sommes en train de voir, est-ce qu'il faut avoir une crèche ou bien est-ce que qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les femmes sur la question des gardes d'enfants et aussi le transport et aussi la collation, de manger pendant la journée. Nous avons quelques partenaires potentiels qui entrent et ils sont intéressés de nous aider parce que nous voyons que ce sont le blocage réel pour les femmes. Leurs besoins quotidiens, de fois, s'empêchent leur participation active. So nous sommes en train de voir comment, avec la participation d'autres organisations, d'autres donateurs, on peut réussir. Je vois qu'une de mes collègues est sur la ligne, Hawa. Je t'invite si tu veux parler un peu d'autres mesures qu'on fait. Hawa? Je ne sais pas si elle pourra donner un commentaire rapide.
Alors, tu peux te mettre sur unmute et donner un commentaire. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle soit... OK, bon. Je pense qu'elle pourra donner un commentaire un peu plus tard si on a encore le temps. La question de... Mais je vois qu'elle a donné un commentaire dans le chat. Il y a un commentaire sur l'importance vraiment d'inclure aussi la question de l'accessibilité, d'inclure les personnes vivant avec un handicap, quel qu'il soit, pour qu'elles aussi ne soient pas laissées pour compte dans cet essor numérique. Et je pense que vraiment la question de l'accès aux outils digitaux va pouvoir répondre en fait à des adaptations de systèmes qui n'étaient pas encore possibles dans la manière de faire habituelle, mais qui seront facilitées en fait vraiment avec la diversité des outils, applications, systèmes, software qui peuvent être développés. Est-ce que, par exemple, une question que je pourrais rajouter ici, vous avez vu dans vos activités de formation, de codage, des projets innovants, intéressants que des participants dans vos projets ont commencé à mettre sur pied? Donc, peut-être une question pour Malik, une question pour Christa, vu que Marion a aussi parlé déjà des projets et des applications qui ont été développées sous IT for Life. Christa? S'il vous plaît, des questions encore? Oui. Est-ce qu'il y a des projets innovants qui ont été développés par des participants de DigiFam pour répondre à des questions ou des challenges dans leur communauté? Oui, Hawa est là. Bon, ça va. Oui, comme j'ai dit, nous utilisons une approche de découverte et nous demandons aux femmes de passer par les expériences et elles utilisent leur entreprise comme laboratoire. Et parmi ces expériences, on a eu une dame qui a ajouté, elle fait la sauce, elle vend la sauce. Et elle a fait une expérience pour cette question de product market fit et elle a vu qu'il y a eu une goût, comment on appelle ça en français, une saveur, un flavor que les gens ont estimé. Et elle a ajouté une autre sauce pour ça. I'm trying to think of other examples. I'm drawing a blank right now. Hawa, I'm sorry. I think Hawa, yes. you're on. Yes, Hi, good. Hello, Thank you. everyone. Sorry, I'm so sorry. Bonjour. Non, désolée, j'étais dans un endroit assez bruyant. C'est pour ça que je n'ai pas pu intervenir tout à l'heure. Alors, sur cette question-là, déjà, je me présente. Je suis Hawa Berete, la coordinatrice pays pour le compte du MCC du programme DigiFam. Et en termes de création, Christa l'a dit tantôt, nous sommes au démarrage du programme DigiFam, particulièrement du programme DigiFam Academy qui va accompagner justement ces jeunes femmes à devenir des full stack développeuses. Pour l'instant, nous avons démarré en janvier et nous n'avons pas vraiment démarré la question de créer des logiciels ou des systèmes. Mais nous allons ce week-end, normalement, il est prévu un hackathon déjà entre les dames du programme pour voir leur niveau, parce qu'il y en a qui arrivent aujourd'hui à développer quelques logiciels. C'est pas encore apte à être utilisé, bien évidemment, parce que comme je vous dis tantôt, on vient juste de démarrer. Mais l'objectif que nous avons justement à la fin de ce programme-là, c'est d'avoir des personnes parmi ces dames qui vont choisir de devenir des chefs d'entreprise et créer leur propre entreprise, qui vont développer sur le marché des logiciels qui sont adaptés aux besoins de la population. Une partie de la cohorte, en tout cas, nous espérons une
un assez grand nombre. Nous avons déjà fait une évaluation et 25% des femmes ont dit qu'elles seraient intéressées à devenir entrepreneurs et créer leurs propres structures qui vont pouvoir apporter des solutions. Et puis l'autre partie maintenant, comme le disait tantôt Christa, nous allons aussi les accompagner à pouvoir les placer dans des entreprises où elles pourront devenir employées de ces entreprises-là. Mais en termes de création même pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de les accompagner vers ce chemin-là. Maintenant, pour les chefs d'entreprise, nous avons au sein de notre programme DigiFemme Entrepreneur une dame qui est sur un projet de mise en place d'un système comme Yango. Yango, c'est comme Uber. Et elle a un accompagnement qu'elle est en train d'avoir au sein du programme pour voir comment est-ce que justement elle peut développer et accroître les compétences de son entreprise. Voilà, pour l'instant. D'accord, fantastique. Merci beaucoup, Christa et Awa, pour la flexibilité de sauter et de rebondir sur cette question. Donc, peut-être Malik a une ou deux anecdotes par rapport aux participants dans Déclic, où il a vu déjà des graines de projets ou d'idées innovantes qui pourront être développées par là. Non, mais il y en a plein. Alors, au Sénégal, on vient de commencer. En Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai expliqué, nous avons une partie des apprenants qui vont plutôt en entreprise, mais il y a une partie qui là, entre en incubation au niveau de la Fondation Jeunesse. Mais je me permets, par exemple, de donner un premier exemple qui est hors de la zone. En Haïti, par exemple, nous avons un dispositif d'insertion qui a été articulé autour de l'insertion en entreprise, de l'entrepreneuriat. Et par rapport à l'entrepreneuriat, il y a 7 projets que nous avons soutenus en incubation à travers de l'argent, donc des jeunes qui ont été formés. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a un projet Guidem, qui est un projet qui vise à prévenir en fait un certain nombre de risques météorologiques, un certain nombre de risques de crise en Haïti et qui est basé sur la réalité virtuelle. Parce qu'en Haïti, nous avions une formation sur la réalité virtuelle. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà l'une de nos apprenantes qui a développé l'application Bara. C'est une application, en fait, Nana connaît, donc qui est en train qu'on est en train de perfectionner et qui veut mettre en relation des artisans ou des particuliers avec d'autres particuliers qui veulent prendre un certain nombre de services. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stade de conception, de maturage, pour qu'une nouvelle entreprise de jeunes qui n'ont pas d'expérience arrive à la maturation, il y a quand même, voilà, il ne faut pas se mentir, il y a du chemin à faire. Donc, il y a ce genre d'application qui existe. Au Mali, peut-être que Trésor dira un mot. Au Mali, nous avons une approche originale où les jeunes sont allés chercher des entrepreneurs ou même des artisans qui venaient des Bogolans, qui étaient dans l'artisanat de l'or, et ont mené des enquêtes pour connaître leurs besoins, et ensuite leur ont développé des sites et des applications d'e-commerce. Trésor, peut-être si tu peux compléter sur ce point. Alors, je pense que Malik, tu as tout dit. J'ai Voilà, pas tout dit tout en détail, mais vu le temps, il y a plusieurs exemples. Ici, on s'est mis à tous les raconter. Peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps. Mais c'est vrai qu'il y a ces jeunes qui font du travail, que ce soit en perspective d'insertion auto-entrepreneuriat, mais il y a aussi un exemple récent, mais qui est un peu peut-être loin de la région qu'on traite actuellement, concerne la Tunisie ou la Mauritanie, où les apprenants et apprenantes ont beaucoup travaillé autour de leur patrimoine local, patrimoine culturel, où ils essayent de valoriser leur patrimoine culturel en faisant des projets de création en 3 dimensions pour valoriser, dans des créations 3D, pour valoriser les anciens objets, leurs objets culturels, leur patrimoine culturel. Et ça, ce sont des projets qui se font en collaboration avec les structures en charge de la culture dans leur propre pays. Donc, il y a plusieurs exemples dans ce sens-là et de projets qui peuvent facilement se convertir en projet d'entreprise, projet qui peut être à utilité publique. Merci beaucoup à Malik et à Trésor pour cette richesse de détails. Je pense qu'on va terminer avec l'intervention de Awa. Je pense qu'elle veut rajouter quelques détails par rapport à DigiFemme. Awa, s'il te plaît, vas-y.
Oui, alors je voulais juste rebondir sur ce que Malik vient de dire parce que c'est très essentiel. Ce n'est pas des choses qui se font en 2 jours. C'est des projets et du travail qui prennent beaucoup de temps. Et nous, au niveau de DigiFam, ce que nous essayons de faire aussi pour ces développeuses-là, c'est de les mettre en contact avec les réalités du pays. L'idée du projet, ce n'est pas de développer, de faire des talents qui vont aller travailler ailleurs, mais on veut des talents qui vont pouvoir travailler dans nos pays, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. So, il y a une relation qu'on fait entre nous, qu'on veut faire entre les entreprises qu'on accompagne dans DigiFam Entrepreneurs et ces talents qui sont dans DigiFam Academy pour voir comment éventuellement elles peuvent développer des solutions pour ces chefs d'entreprise-là, mais aussi pour l'écosystème ivoirien. So, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement, et je suis heureuse quand j'écoutais d'entendre que tous les partenaires qui sont là présents sont intéressés à voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire évoluer ça et le scale, parce que c'est vraiment, vraiment très essentiel si on veut toucher le maximum de jeunes filles. Fantastique. Merci beaucoup, Awa. Je pense que sur cette note, elle a vraiment, comme on dit, mis la scène sur les prochaines étapes, en tout cas, et les différentes directions dans lesquelles les partenariats peuvent être développés. Donc, ça va nous permettre d'un peu de conclure ce webinaire sur cette note. Donc, merci vraiment à tous les panélistes pour leur éclairage sur les problématiques liées à l'intégration des jeunes et des femmes dans le monde du numérique et pour avoir partagé leurs initiatives dans ce secteur. Nous avons pu voir les différentes approches offertes pour la préparation à l'entrepreneuriat et à l'emploi en Afrique francophone aussi de l'Ouest. Nous espérons que ces discussions auront fourni à nos participants, à notre audience, des clés de compréhension d'un nouveau marché du travail et aussi des besoins de collaboration pour créer des solutions innovantes dans la région. Merci encore. Je laisse la parole à Rebecca qui va nous guider vers la suite pour ce webinaire. Rebecca? Merci Christiane, ouais, merci beaucoup à tous. Le temps, comme toujours, fait défaut, mais l'avantage, c'est que ça donne de belles idées pour de nouveaux webinaires. Donc, vraiment, merci à tous pour vos éclairages. C'était très intéressant de vous écouter et de prendre conscience de la multitude de projets, d'initiatives qui existent et de vous entendre avec autant d'enthousiasme et de passion. Et je vous rejoins, si ce webinaire peut aussi contribuer à initier plus de partenariats qui emmènent à plus d'impact, c'est aussi ça le but de ces rencontres. Donc, on est ravis. Juste vous préciser que ce webinaire donc, a été enregistré. Vous le retrouverez sur notre site internet. Je vais vous mettre les liens dans le chat, donc soit sur microsave.net/fr, soit sur le hub de la finance digitale, www.lafinancedigitale.com. Vous pouvez aussi aller sur ces mêmes sites pour retrouver pas mal de contenu. Et je réitère ma proposition. On est vraiment le hub de la finance digitale. C'est aussi un porte-voix pour les différentes initiatives qui existent. Et on essaye de fédérer un petit peu toutes les initiatives sur cette même plateforme pour que les uns et les autres, justement, puissent un petit peu piocher, se nourrir et ensuite initier des partenariats. On aimerait vraiment faire vivre le hub de cette façon. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des écrits, des contenus, j'ai vu que Marion, vous en aviez aussi partagé, qui sont tout à fait pertinents, on peut également se faire le relais. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus, mais merci à tous, merci d'être restés jusqu'au bout, merci pour votre temps et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Au revoir et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.